des priorités. Et que ce que je dis, ce que je vais dire dans cet exposé engage ma personne, n'engage pas l'administration pour laquelle je travaille. C'est la réflexion d'un économiste qui a travaillé sur l'investissement et sur le secteur industriel, qui a travaillé sur 3 secteurs, qui a essayé de réconcilier 3 secteurs réputés être disparates. C'est le secteur financier, les banques, les marchés financiers, à la Banque centrale, qui a travaillé sur l'investissement et qui a travaillé sur le secteur industriel. À l'aune de tout cela, j'ai accepté la proposition de Eliman de faire cet exposé sur Covid-19 et priorités d'industrialisation du Sénégal. L'idée est de recentrer ce qui me paraît être les priorités du Sénégal à la lumière de ce choc que nous avons vécu, parce que ce fut un véritable choc. Je ne dois même pas parler au passé simple, c'est encore un choc que nous vivons. Et quelles sont les leçons apprises de ces chocs et quelles sont les actions prioritaires en matière d'industrialisation. C'est l'objectif, c'est l'idée qui sous-tend l'exposé. Maintenant, sur cette base, je ne sais pas qui tient les manettes de l'exposé. Il peut commencer à afficher les slides. Fanta? Mohamed, normalement, il devrait vous donner la main. Ouais. Ouais. Service politique. Parfait. Pardon? Il va partager. Il va partager. Il va partager. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Fanta? Moi, Mohamed? Oui, il faut la présentation de M. Lee, s'il te plaît. Oui, d'accord. Tu lui remets la main, s'il te plaît, Mohamed? Oui, c'est affiché là. Parfait. On peut y aller? Oui, allez-y. Voilà, donc l'exposé va être centré sur les 4 points que vous avez à l'écran. Vous voyez l'écran, Fanta? Oui, c'est parfait. OK. Le contexte du secteur industriel, les impacts potentiels de la COVID sur l'industrie, les mesures de résilience et de relance qui ont été préconisées par l'État et ce qui va, et c'est sur le dernier point que moi-même je vais m'engager en disant, de mon point de vue, quelles sont les priorités d'investissement dans l'industrie. OK. Maintenant, pour ce qui est du contexte, vous voyez bien que nous sommes dans un contexte de plan Sénégal émergent. C'est l'identité remarquable du Sénégal aujourd'hui en matière de politique économique. On a décidé, l'État du Sénégal plutôt a décidé de centrer tous ses efforts de politique économique sur un cadre de référence appelé plan Sénégal émergent, lequel se décline en 3 volets, 3 axes de travail, à savoir la transformation structurelle de l'économie, le développement du capital humain, le développement de la protection sociale et le développement durable. Le 3e axe, c'est la gouvernance, c'est la paix, l'institution et les sociétés. Disons les facteurs institutionnels, les facteurs socio-institutionnels du développement. Et maintenant, tout ça est regroupé autour de politiques sectorielles centrées, là encore, sur 6 secteurs. C'est-à-dire, le Sénégal a fait le choix de sélectionner 6 secteurs économiques, desquels il ne sort pas, pour porter sa croissance et son développement économique. Je donne souvent l'exemple que si quelqu'un vient investir dans le secteur pour faire un bar, disons un bar pour les loisirs, il risque de ne pas beaucoup être soutenu parce que ce n'est pas une priorité du Sénégal. Alors, les priorités sectorielles du Sénégal dans le PSE, c'est l'agriculture et l'agroalimentaire.
c'est l'habitat social, 100 000 logements à construire. C'est l'économie sociale et solidaire, c'est les ressources minières, c'est le hub multiservice. Voilà les 6 secteurs sur lesquels le Sénégal va centrer ses efforts durant la période 2014-2035. Voilà, donc si vous avez 20 ans à travailler rigoureusement, de manière optimale sur ces 6 secteurs, à la lumière du profil économique du Sénégal, vous êtes censé avoir des résultats économiques probants. Donc, pour les 6 secteurs-là, il y a 27 projets qui sont déjà définis depuis 2013. Il y a 17 réformes phares qui ont pour objet de modifier le cadre d'exercice de l'activité économique. 17 réformes phares, dont la réforme de l'éducation et de la formation, la réforme des zones économiques spéciales, la réforme des partenariats publics-privés, la réforme du code des mines, ainsi de suite, ainsi de suite. OK, suivant. Alors, pour ce qui est du contexte, maintenant, vous savez très bien que le secteur industriel a des caractéristiques particulières. C'est un secteur qui a beaucoup d'enjeux également. Les principaux enjeux, les premiers enjeux, je crois, vous serez d'accord avec moi, c'est la transformation structurelle de l'économie. L'économie du Sénégal est marquée par une forte prépondérance du service, du commerce et du service. C'est bien. Avoir une économie qui tourne avec le commerce et les services, c'est bien. Mais ça a un grand désavantage, c'est que le commerce et les services ne sont pas de grands pourvoyeurs d'emplois. Et ils ont la réputation d'être faiblement exportables. Donc, si vous voulez une économie intensive en main-d'œuvre et qui promeut l'exportation tout en transformant le cadre de l'activité économique, il faut miser sur l'industrie. De ce point de vue, l'industrie constitue un facteur de transformation structurelle de l'économie. Il est également un facteur de création de richesses, d'emplois, d'accès au marché et de transfert de technologie. Grâce à l'industrie, vous avez une intensité de main-d'œuvre, donc vous réglez un peu le problème de l'emploi, vous réglez le problème d'accès au marché parce que vous exportez beaucoup à l'étranger et vous procédez au transfert de technologie dans votre pays. L'industrie également promeut le rééquilibrage territorial des implantations industrielles. Si vous voulez dire que Ziguinchor ou Vélingara ou Matam ou alors Tambacounda ou Kédougou soient mieux valorisés, il n'y a rien de tel que d'y déployer des unités industrielles en fonction de l'espace produit ou bien de la richesse ou du potentiel, des potentialités des régions. Pour ce qui est des axes, dans la politique industrielle, il y a la promotion de l'esprit d'entreprise. C'est inscrit dans la stratégie d'industrialisation du Sénégal. Il y a le soutien aux entreprises en difficulté, il y a la poursuite du désengagement de l'État. L'industrie va être une affaire de privés qui seront soutenus par l'État. C'est ça l'option du Sénégal. Maintenant, ça, c'était fait en 2014. Au moment où on lançait le PSE, les enjeux et les axes étaient devenus en 2014. Puis à partir de 2015-2017, des nouveautés qui apparaissent sur le champ industriel au Sénégal, des nouveautés qui apparaissent sur le champ international, qui rendent nécessaire la réadaptation de notre politique industrielle. D'où l'expression processus d'actualisation de la politique industrielle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous avons développé une politique industrielle suivant une stratégie, mais cette stratégie, elle doit être revue à la lumière de plusieurs facteurs. À la lumière des découvertes de gaz et de pétrole, que vous connaissez, sur les côtes du Sénégal, à la lumière de l'avènement de l'industrie 4.0, c'est-à-dire l'industrie portée par le numérique, à la lumière des exigences de développement durable de l'environnement et à la lumière du besoin du Sénégal de développer un écosystème de la construction, c'est-à-dire l'idée, c'est de permettre au Sénégal de construire une maison au Sénégal, c'est-à-dire si Fanta décide d'organiser, de construire sa maison, que tout le matériel vient du Sénégal, à partir des usines sénégalaises, que ce soit le ciment, la peinture, les carreaux, la boiserie, les serrures, l'étanchéité, nous avons les moyens de créer un écosystème industriel dédié à la construction et à l'habitat au Sénégal. Pour vous donner une idée, à l'heure où on parle, si vous construisez une maison au Sénégal, vous faites importer la valeur pour à peu près 70%. C'est beaucoup. 70% des matériaux de construction, c'est importé, alors que nous avons des niches pour rendre ça vraiment endogène. Suivant. Alors, quel est le contexte industriel également au Sénégal? Le nombre d'usines, le nombre d'unités industrielles est de 1651 unités en 2016.
ce qui représente une hausse de 44,2% sur 10 ans. Entre 2006 et 2016, la hausse est de 44,2%. C'est remarquable comme performance. Hein. La part de l'industrie est passée en 10 ans de 14% à 23,5%. Ça aussi, c'est remarquable comme progrès. Ça veut dire que les efforts qui sont en train d'être faits commencent à donner des résultats probants en termes d'industrialisation. La part de l'industrie dans la création, dans la formation du PIB est passée de 14 à 23,5%. Le chiffre d'affaires total du secteur industriel est de 4 069 milliards en 2017. C'est le dernier chiffre que j'ai, soit une hausse de 33,2% en 10 ans également. C'est-à-dire quand on construit le PIB, quand on fait une construction de richesse au Sénégal, il y a une part de l'agriculture, une part de l'élevage, une part du tourisme, une part des infrastructures. La part de l'industrie ressort à 33,2%, c'est-à-dire 4 069 milliards. Ça aussi, c'est très bien. L'effectif est de 68 199 salariés dans tout le secteur industriel sénégalais. Le secteur industriel est caractérisé par la prépondérance des petites et moyennes industries pour 92,5%. Et que malheureusement, ça c'est une contrainte. Les industries sont pour 91% localisées à Dakar, pour 5% à Thiès, pour 1% à Saint-Louis, pour 1% à Ziguinchor. Je précise qu'il y a plus d'une usine à Ziguinchor, hein, et que c'est des pourcentages. C'est-à-dire sur 100 usines au Sénégal, une usine se trouve à Ziguinchor et une usine à Ziguinchor. Et comme on en a beaucoup plus, ça vous donne une idée du nombre d'usines. Que Dakar, c'est la première zone industrielle, suivie de Thiès. Maintenant, la répartition sectorielle de l'industrie. Quels sont les secteurs industriels et qu'est-ce qu'on fabrique dans le secteur industriel? Pour 63%, on fabrique des produits agroalimentaires. Pour 10%, de la mécanique et de la métallurgie, c'est-à-dire le fer, l'acier, les produits mécaniques, le bois, le papier, le carton et l'imprimerie pour 9%, la chimie, la plastique pour 7%, l'énergie pour 6%, le textile, l'habillement, les cuirs et peaux pour 3%. Donc voilà la répartition sectorielle du secteur industriel. Maintenant, les projets. Quels sont les grands projets industriels? Alors, je vais vous citer 5 projets que l'État a définis lui-même. C'est sans préjudice pour les projets que va définir un Sénégalais lambda. C'est-à-dire les projets industriels du plan Sénégal émergent, c'est des projets sur 5 volets. Premier volet, les plateformes industrielles intégrées. Il y en aura 3. Il était prévu d'en faire 3. On va en faire 2 de plus. C'est celui qui va souvent à Diamniadio. Ne manque pas de voir sur la route de Diamniadio à droite le parc industriel intégré. C'est ça, une plateforme intégrée. C'est une zone où sont implantées l'ensemble des technostructures utiles pour une activité industrielle optimale. C'est donc un espace où il y a les bâtiments, il y a les hangars, il y a l'électricité, il y a les routes, il y a le téléphone, n'est-ce pas? Il y a tout ce qu'il faut donc pour une activité industrielle optimale. C'est ça, une plateforme industrielle. Donc, il y en a une à Diamniadio, il y en a une à Diass, à côté de l'aéroport, et il y en a une à Sandiara. C'est les 3. Maintenant, on va en rajouter 2. Je vais y revenir tout à l'heure, dont une à Touba, une autre peut-être sur l'axe Saint-Louis-Matam. Et puis, plus tard, il y en aura peut-être d'autres. Mais pour le moment, c'est 5 qui sont prévus. Il y a le projet Paris industriel. Paris industriel, c'est quoi? C'est de voir dans quelle mesure on peut arrêter de prendre nos pots, les cuirs et pots, par exemple, et les exporter à l'état brut. C'est ainsi qu'on se propose de tenir le pari, d'en faire des ceintures, d'en faire des chaussures, d'en faire des sacs pour les exporter, notamment sur le marché américain où il existe une très forte demande. Nous parions également sur les composants industriels pour les véhicules, que ce soit les matériels de navires, les matériaux de la voiture, les matériaux du vélo. Nous allons développer un ensemble de composants utiles au développement de ces paris-là. Et puis, il y a un pari qui porte également sur des produits agro-industriels que nous exportions à l'état brut, comme la mangue, comme l'anacarde, qui vont être transformés à travers ce programme de paris industriel. Le troisième programme industriel, c'est les agropoles. Alors, agropole, c'est quoi?
agropole, c'est comme dirait l'autre, de la fourche à la fourchette. L'idée des agropoles, c'est de créer un champ vaste comme Dakar, comme la ville de Dakar, dans lequel vous aurez les aménagements hydro-agricoles, vous aurez des centres de recherche, des zones de stockage, des unités d'irrigation, vous aurez des unités de transport, vous aurez toute la logistique pour faire votre agriculture. Et en plus de ça, vous êtes adossé à une ville qui accueille les travailleurs dans les champs. Donc la production, le stockage, la transformation, les usines, tout cela intégré constitue ce qu'on appelle les agropoles compétitifs et intégrés. Il y en aura 3 au Sénégal, dont une à Ziguinchor, près de Ziguinchor, disons, à Adéane, si je ne m'abuse. Adéane, c'est près de Ziguinchor. Oui, c'est bien ça. Hein? Oui, alors la deuxième agropole sera implantée au centre, mais rassurez-vous, ce ne sera pas à Dakar, hein, ce sera sur l'axe Kaolack-Diourbel, dans un espace aussi grand que Dakar, hein, 10 000 hectares à peu près. Il y aura également une autre unité sur l'axe Richard Toll-Ndioum, sur le même espace, avec des vocations différentes. C'est ainsi que l'agropole du Sud sera spécialisé dans l'anacarde, le maïs, l'agropole du Centre dans les produits horticoles, dans les produits du centre du bassin arachidier avec des huileries, n'est-ce pas? On récolte l'arachide, on fabrique l'huile dans une approche vraiment très techniciste. Et puis l'agropole Nord sera spécialisé, comme les Halpulaar ont bien le riz, il sera spécialisé dans la fabrication, la transformation du riz, dans la transformation du maïs, dans la production et la transformation du mil également. Donc, c'est les 3 principales céréales du Sénégal. L'autre projet, c'est le hub minier régional. L'idée, c'est de faire du Sénégal un centre de référence pour l'achat des produits et des services miniers. Il y a une centaine de mines en activité en Afrique de l'Ouest qui ont la mauvaise idée de s'approvisionner en Europe et aux États-Unis. Quand elles ont besoin de matériaux, elles vont aux États-Unis. Alors, les concepteurs du plan Sénégal émergent ont proposé au président de la République de faire du Sénégal un hub minier, c'est-à-dire un pays où tout un chacun peut aller pour s'approvisionner en capital humain, des techniciens des mines, en services des mines et en matériaux dédiés aux mines. C'est ça le hub minier dont le chef de projet est moi-même. Je suis le chef de ce projet-là. L'idée, c'est de construire un parc dans lequel nous allons abriter les grands spécialistes mondiaux des mines et des Sénégalais également, que nous préparons pour occuper cet espace afin d'être un centre de distribution au service des miniers établis en Afrique de l'Ouest. Et l'autre projet également, c'est les zones économiques spéciales. Zone économique spéciale, c'est une zone où vous travaillez au Sénégal dans un parc, mais vous avez un statut d'extraterritorialité, c'est-à-dire avec des juridictions assez spéciales qui ne vous mettent pas en rapport avec le droit commun. Vous avez une fiscalité particulière, vous avez une énergie qui coûte moins cher, vous avez un système de recrutement qui est plus flexible, vous avez des aménagements qui sont déjà produits. Donc, vous avez un certain nombre de facilités de la part de l'État. Et puis, en contrepartie, on vous demande d'exporter au moins 50% de votre production. Voilà. On vous demande également, par exemple, sur 100 mètres carrés que vous avez, d'employer entre 5 et 7 personnes. Voilà la contrepartie de l'État. OK? Et puis, le dernier projet, celui-là, il est né avec la COVID-19, c'est le projet Pharmapolis. L'idée de Pharmapolis, c'est de créer aux environs, sur l'axe Thiès-Tivaouane, un grand parc industriel dédié à accueillir des usines de fabrication de médicaments. Tout simplement. Un centre de recherche, des usines de médicaments, des usines de production de biens et services dédiés à la santé et à la pharmacie. Maintenant, qu'en est-il du contexte du secteur industriel? Quelles sont les avancées, les points critiques et les progrès? Je me propose de vous présenter ce tableau-là. Alors, ce qui est en rouge, ce qui n'est pas très bon pour le Sénégal, ce qui est un peu le défi, c'est sur quoi le Sénégal doit mettre des efforts. À la lumière des contacts qu'on a eus avec des investisseurs, ils nous disent que le Sénégal, par exemple, a beaucoup de chemin à faire sur les lenteurs dans la réforme du secteur foncier. Ça, je n'invente rien, vous le savez aussi bien que moi. Quand vous voyez ce qui s'est passé à Mbane, à Fanaï, à Dodel, à Ndengeler, pour ceux qui suivent l'actualité, et depuis 3 jours à Tobène, vous savez très bien que le Sénégal a des défis à relever dans le foncier. Le Sénégal a des défis dans la concentration géographique du PIB. Vous avez vu tout à l'heure, on a dit que 91% de l'activité industrielle est concentrée à Dakar.
Dakar concentre également 72% des administrations. Dakar concentre 47%, 57% plutôt du système hospitalier. Dakar, c'est à peu près 78% des étudiants du Sénégal. Ça fait beaucoup pour une seule ville qui ne concerne même pas 0,3% de la superficie nationale. Donc, pour une seule région, ça, c'est un problème. L'autre défi, c'est le financement. Je n'invente rien là également sur le financement. Vous avez des problèmes d'accès au crédit. Il y a un défi sur l'infrastructure de transport en dépit des avancées notées ça et là. Il y a également un défi sur la désarticulation de la formation. Alors là, j'ai l'habitude de dire que le Sénégal a de moins en moins besoin de littéraires aujourd'hui. Le Sénégal a besoin d'ingénieurs, le Sénégal a besoin de médecins, d'informaticiens, de téléinformaticiens, de monétistes. Le Sénégal a besoin de fraiseurs. Le Sénégal a besoin d'ingénieurs agronomes, d'ingénieurs des mines et de moins en moins de gens spécialisés dans des langues parce que c'est ça qui garantit maintenant l'employabilité. On a fait des calculs qui nous ont fait ressortir que l'employabilité du Sénégal est rendue difficile par l'inadaptabilité de la formation aux besoins de l'économie. Il y a des secteurs sur lesquels maintenant, en zone, le Sénégal a fait énormément de progrès. C'est l'énergie, le commerce extérieur, la fiscalité, la maturité des projets et les procédures administratives. Maintenant, là où le Sénégal réussit à charmer les autres pays, les autres investisseurs, j'en ai fait l'expérience plusieurs fois. J'ai participé à une quarantaine même, je dois dire, de rencontres à l'étranger pour la promotion des investissements au Sénégal. Et je peux vous dire que l'un des points d'attrait de notre pays, c'est la stabilité sociopolitique. Quelqu'un disait fort justement, rigoler. Après, il s'est rendu compte que ce que j'ai dit. Je disais une fois au Canada que le Sénégal, c'est un pays où on ose dire la mosquée du Sacré-Cœur. Vous vous rendez compte, cette expression me plaît beaucoup, la mosquée du Sacré-Cœur. Sacré-Cœur incarne ce qu'il y a de plus chrétien et on lui associe une mosquée. C'est vraiment un signe d'une interhabitation entre les chrétiens et les musulmans. Et c'est très beau comme expression. Le Sénégal, c'est également la capacité de prévoir. Parce que tout est stable, vous avez une prédictibilité de votre investissement. C'est-à-dire les investisseurs se réjouissent qu'au Sénégal, quand tu investis, tu as les moyens de voir venir. Il n'y a pas de perturbation, c'est lié à la stabilité politique. Le Sénégal, c'est aussi un pays où les dirigeants sont de grands réformateurs. En 7 ans, on a réformé la loi PPP, le code des mines, le code général des impôts, la loi sur les zones économiques spéciales, tandis que depuis les indépendances jusqu'en 2000, on n'en a réformé que 3. Donc, vous voyez, c'est un grand pays de réformateurs. Le Sénégal, c'est aussi la rentabilité du capital privé, 18% en moyenne contre 7% en France. C'est beaucoup. Le Sénégal, c'est un pays qui dispose d'une infrastructure informatique et télécom très, très avancée par rapport à la moyenne africaine. C'est ça qui nous a permis d'être connectés aux grands réseaux de paiement tels que Visa, Mastercard et consorts. Maintenant, quels sont les impacts potentiels? À l'heure où on parle, il n'y a pas d'études structurées sur l'impact de la COVID-19. Mais à la lumière de l'empirisme, on peut supposer déjà les leçons apprises. Les leçons apprises, c'est que le Sénégal est un pays un peu trop ouvert, à mon avis. 57% de degré d'ouverture. Si vous êtes ouvert, si vous gardez votre maison ouverte et qu'il fait bon dehors, ça sent bon, les bonnes senteurs entrent dans votre maison. Ça, c'est l'avantage de l'ouverture. Mais si ça sent moins bon, vous allez capter ce qui ne sent pas bon. C'est exactement la même chose en économie. Si vous constatez l'ouverture en période d'incertitude, c'est que vous êtes vulnérable au choc. Le Sénégal, c'est également le deuxième point, une forte dépendance des importations agro-industrielles. Pour le seul lait, nous importons en moyenne 60 milliards de francs CFA. Ce n'est pas normal. D'importer 60 milliards de lait. Ça fait, sur la base des spécialisations internationales du travail, ça fait au moins 500 emplois perdus. Et c'est beaucoup. Le Sénégal, c'est des menaces sur la souveraineté des médicaments. Nous importons 97% de nos médicaments. Ce n'est pas normal. Et nous disposons que d'une usine pour fabriquer des médicaments, qui est établie à Bayard. Le Sénégal, c'est un secteur privé peu outillé pour assurer l'offre de souveraineté. Quand je dis ça, je ne critique pas le secteur privé. Je regrette plutôt qu'il ait manqué de support conséquent pour pouvoir se développer. Le Sénégal, c'est des incertitudes sur les avantages comparatifs. Ça, on l'a déjà dit. Le Sénégal, c'est également un autre bon point,
c'est un potentiel d'innovation insoupçonné. Moi, j'ai été surpris de voir que les Sénégalais font des robots, font des transporteurs, font des véhicules, font des respirateurs, font des gels, etc. Ils sont capables, donc si ils sont mis dans des conditions optimales, de produire et d'innover. Maintenant, les constats empiriques, c'est que dans des périodes comme celle de la crise de la COVID-19, les investisseurs observent ce qu'on appelle un attentisme. Ils attendent, ils n'investissent pas tout de suite, ils attendent. Vous avez un repli de la dynamique entrepreneuriale, c'est-à-dire la création de sociétés diminue, parce que les gens sont en train de faire ce qu'on appelle les réallocations de portefeuille. Chacun voit comment utiliser son épargne. Est-ce qu'il est sûr d'investir maintenant? Comment va évoluer là? Tout ça amène des investisseurs à attendre un peu. Vous avez une baisse de recettes fiscales qui diminue la capacité d'impulsion de l'action publique. Vous avez donc un accroissement de la frilosité des banques qui est déjà structurel. Et vous avez une baisse prévue de 30% des fonds des migrants, qui étaient à 1300 milliards en 2019. Les fonds des migrants, en 2019, se sont établis à 1300 milliards. Et vous aurez probablement, selon le ministère de l'économie, une baisse de 30%. Suivant. Alors, la croissance, après avoir connu une moyenne de 6,6% en 5 ans, va s'établir juste à 1,1%. Ça, c'est très peu. 1,1%. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Il y a 1,1% à droite de l'écran, après 6,5% à cause de la COVID, essentiellement. Le tourisme qui est à l'arrêt, les exportations à l'arrêt, les services à l'arrêt, la présence, la fourniture, le service administratif en ralentissement constant, le transport en diminution constante. Tout ça, mis bout à bout, a donné un faible taux de croissance de 1,1%. Et je rappelle que nous étions partis sur une prévision de 5,2%. Les exportations qui avaient connu une hausse de 22,3% en 7 ans, on connaît déjà une baisse de 175 milliards au mois de juillet et 126 milliards au mois de juin. C'est beaucoup. Alors qu'on était vraiment depuis 7 ans dans un trend de hausse des exportations. Le pari industriel, qui avait porté la part de l'industrie à environ 23%, risque de connaître ce qu'on appelle une déconsolidation. Nous avions pu enregistrer au Sénégal une construction de 5 centrales solaires qui a permis d'augmenter la production à 105 mégawatts. Ça aussi, du fait des incertitudes, ceux qui venaient construire au Sénégal vont peut-être attendre un peu. Donc la dynamique risque d'être contrariée. Sur le plan des infrastructures d'appui à l'industrie, durant les 7 dernières années, 1300 milliards ont été investis, ayant permis d'obtenir 1362 km de route, 52 km d'autoroute, 13 ponts, 2500 pistes rurales, kilomètres de pistes rurales. Donc voilà les bonnes tendances qui ont été fortement contrariées par la crise, l'impact économique de la COVID-19. Maintenant, les mesures que propose le Sénégal, 52 km d'autoroute, 13 ponts, 2500 pistes rurales, kilomètres de pistes rurales. Donc voilà les bonnes tendances. C'est ma voix qui revient. Je peux y aller? Oui, allez-y, il y a eu un petit souci de connexion, mais là, je pense que c'est revenu normal. OK. Parfait. Alors, quelles sont les mesures de résilience préconisées par l'État? Il y a un certain nombre de mesures. Je vais en donner celles qui impactent le plus le secteur industriel. C'est le réajustement de la phase 2 du plan Sénégal émergent. On est dedans. Phase 2, c'est 2019-2023. Donc, on aura 2018-2023. On avait prévu 14 098 milliards d'investissements. On va porter ces investissements à 14 712 milliards. Il y a un programme spécifique de relance de l'industrie pharmaceutique. Et là-dessus, le Sénégal a subi un grand choc puisque des pays qui nous fournissaient des médicaments jusqu'à présent risquent d'être plus réticents à vendre leurs médicaments. La création d'un fonds de restructuration des entreprises, y compris dans le secteur industriel, une campagne agricole XXL, comme dit le directeur de l'APIX, qui va coûter 60 milliards contre 40 milliards précédemment. Les nouvelles mesures pour le secteur financier qui ont été engagées par la BCEAO,
pour porter le refinancement des banques à 4 750 milliards. Un enrôlement de 1 700 en nouvelles entreprises qui sont cotées dans le portefeuille de la BCEAO pour bénéficier des prêts des banques commerciales. Et enfin, depuis une semaine, les PME sénégalaises ont accès au marché financier régional. Donc voilà globalement les mesures qui sont prises pour permettre une résilience au sens économique, c'est-à-dire la capacité de se relever après un choc. C'est donc ça les principales mesures qui ont été prises par l'État. Suivant. Alors, les nouvelles priorités maintenant, c'est quoi? Moi, je vais les centrer sur 3 secteurs. Sur l'alimentation, qui est un input, le secteur agricole, qui est un input pour l'industrie. Donc, l'alimentation pour l'industrie. Le secteur de la santé, sur lequel l'industrie peut bâtir des richesses. Et le secteur industriel lui-même. Voilà, de mon point de vue, à la lumière du profil du Sénégal, les 3 volets sur lesquels le Sénégal peut mettre l'accent. Alors, pour l'alimentation, on va peut-être vers un programme spécial d'équipement en agriculture. Ça veut dire que les machines agricoles, les tracteurs, les moissonneuses batteuses, tout ça peut être fait ici au Sénégal sans importation. Nous avons la technologie, nous avons l'espace, nous avons les matières premières, nous avons le savoir-faire pour faire ça. Le deuxième, c'est construire des parcs dédiés aux équipements. C'est-à-dire, on va construire par exemple à Ross Béthio, comme il existe une plateforme là-bas, un parc dédié à l'équipement, à la fabrication de l'équipement agricole. C'est ça qu'on appelle les parcs d'équipement rural, comme il en existe en France. Il faut également domestiquer la production d'engrais. Il y a un projet sur lequel moi je travaille avec des Sénégalais des États-Unis qui s'appelle Agrifaire pour rendre autonome le Sénégal en engrais à travers l'édification de 4 unités industrielles. Le Sénégal, c'est également les agropoles. J'en ai parlé, je ne vais pas y revenir, il y en aura 3. Si on fait ça dans le domaine de l'alimentation, nous sommes autosuffisants pour à peu près 87%. Si on fait les investissements qu'il faut. Le Sénégal, c'est dans l'industrie également peut se déployer dans la santé et la prévention médicale. Le développement des masques, des gels, des médicaments essentiels. La relance de l'industrie pharmaceutique impulsée par le ministère de l'économie, qui a commandité une étude auprès d'un cabinet pour faire un audit des priorités de la pharmacie. Il y a un projet intégré sur lequel nous travaillons, à Tivaouane, je vous en ai parlé, un parc dédié à la production de biens pharmaceutiques, n'est-ce pas? Et puis des interactions usines, équipements médicaux. Pourquoi on ne mettrait pas en place un système qui permettrait d'équiper les hôpitaux en lits, en tout produit d'équipement fabriqué au Sénégal, ne serait-ce que sur le mobilier? L'artisanat et l'industrie peuvent se mettre bout à bout pour créer ces interactions au service des hôpitaux. Pour le secteur industriel, c'est les zones économiques spéciales, les réseaux de confection. Le Sénégal a un énorme potentiel de confection, malheureusement qui est informel. Il y a les dames du Sénégal vendent énormément. Moi, je m'en suis rendu compte au Nigeria, au Ghana, au Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Les confections, ça rapporte des centaines de milliards discrètement à ces femmes-là. Et ça échappe au contrôle de l'économie. Il faudrait peut-être mieux structurer cela. Il y a l'écosystème industriel pour la construction, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a le lait, j'y reviens, parce que ça me fait mal de voir le Sénégal importer pour 60 milliards. Donc voilà les 3 secteurs sur lesquels le Sénégal, de mon point de vue, à la lumière de mon expérience, peut se positionner. Maintenant, pour réussir cela, il y a des conditions. La première condition, c'est le défi du foncier, la terre. Deuxième condition, promouvoir des capacités domestiques et pousser les Sénégalais à consommer leurs produits. Développer l'import-substitution, c'est-à-dire positionner le Sénégal sur des produits qui sont jusqu'ici importés. Juguler le développement des faux médicaments. Les investisseurs ne viendront pas en masse s'il y a encore des faux médicaments qui sont vendus au Sénégal. Ça leur fait une mauvaise concurrence. Corriger les textes sur la pharmacie, c'est des textes assez obsolètes qui ne sont pas très attractifs. Protéger les entreprises naissantes, développer les compétences industrielles. J'en ai parlé tout à l'heure en parlant de ce qui étudie le grec, le latin ou histoire, qui n'ont pas beaucoup d'utilité pour le Sénégal, malheureusement. La disponibilité des autres facteurs de production. Donc voilà globalement les conditions d'efficacité des mesures. C'est globalement aussi ce que je voulais partager avec vous en attendant de recueillir vos questions. Je m'en arrête là. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, M. Ly, pour cet exposé très, très, très clair, mais qui
qui suscite déjà énormément de questions de la part de nos followers sur les différents réseaux, que ce soit Facebook ou encore la plateforme Zoom ou Twitter. Je vais en relayer quelques-unes, mais cette crise aura au moins eu l'avantage de révéler le génie sénégalais aux yeux du monde. Comme vous le dites, nous avons découvert que nos jeunes sont capables, comme le sont leurs pairs dans les autres pays, de créer, d'inventer et de résoudre ces questions qui nous interpellent tous sur la créativité des jeunes Africains en particulier et sur leur capacité à se mettre au niveau. Comme vous l'avez dit, il est important que l'État puisse investir, puisse croire en eux et puisse accompagner ce génie sénégalais-là qui a su se dévoiler en période de crise. Je vais relayer certaines questions que nous avons sur la plateforme. La première est la suivante. Dans ce contexte, quelle est l'effectivité d'une politique industrielle dans une économie extravertie dominée par les importations? Oui, si vous voulez, Fanta, je voudrais qu'on prenne toutes les questions et puis je réponds d'un trait si vous en avez convenance. Ouais, je vous en donne 3 alors. Quels sont les facteurs qui expliquent l'échec des politiques d'industrialisation? OK. La politique commerciale avec des accords de partenariat économique, le tarif commun de la CEDEAO et la zone libre d'échange continentale ne sont-ils pas en contradiction avec la nécessité d'une politique d'industrialisation? Alors, première question, je n'ai pas très bien compris, hein, Fanta. La première. Dans une économie extravertie dominée par les importations, quelle est l'effectivité d'une politique industrielle? OK, d'accord, OK. Deuxième question, les facteurs d'échec de la politique industrielle. Exactement. Troisième question, les APE par rapport au programme d'industrialisation du Sénégal. Exactement. OK, merci. Alors, sur la première question, l'effectivité de la politique industrielle dans un contexte d'extraversion de notre économie. Ça, c'est une grande question. C'est une question de thèse, moi-même. C'est une grande question. Parce que, vous savez, on est dans un contexte, celui qui pose la question, il doit savoir de quoi il parle. On est dans un contexte d'ouverture grandissante des économies à la faveur de l'Organisation mondiale du commerce, qui pousse les pays à ouvrir davantage leur économie à la concurrence, à la libéralisation. Alors que historiquement, les pays qui se sont développés n'ont pas été soumis à ces contraintes-là. C'est ça, c'est une grande difficulté. Mais néanmoins, on constate depuis quelques années le relâchement ou disons une certaine permissivité de l'OMC sur certains segments où le Sénégal peut se positionner pour développer son industrie. Je donne un exemple qui me plaît beaucoup, c'est les licences obligatoires. Les licences obligatoires, vous pouvez vous développer votre industrie pharmaceutique en utilisant les licences d'une invention qui a été faite par un Américain, sans bourse déliée. Si vous utilisez ce procédé, ce brevet pour approvisionner votre marché. Ça, c'est une concession, c'est une exception aux règles de l'OMC. L'autre chose, c'est les clauses de sauvegarde. Vous voyez très bien que le Sénégal produit certains biens et puis pour lesquels il demande l'arrêt des importations. L'exemple le plus courant, c'est l'oignon. Le Sénégal, quand il récolte ses oignons, ferme la porte à toute importation. Il en va de soi, il en va de même pour l'industrie. Le secteur industriel devrait bénéficier, je dis bien du point de vue de la science économique, d'une protection des industries naissantes. Industries naissantes à la lumière des travaux qui ont été faits par le passé. Le Japon s'est développé comme ça, l'Allemagne, où il faudrait, comme un bébé que vous tenez entre vos mains, vous ne le laissez pas aller s'amuser dans la rue parce qu'il n'a pas la capacité de résister aux autres, il risque d'être blessé. Une entreprise, c'est comme ça. Elle a besoin d'être chouchoutée, d'être conduite, d'être tatinée, jusqu'à ce qu'elle grandisse et puis vous la laissez affronter la concurrence internationale. Donc, du point de vue effectif, le Sénégal, dans le plan Sénégal émergent, vous verrez un mot, l'import-substitution. Développer des capacités domestiques pour substituer des produits importés, des produits sénégalais. Voilà donc globalement ce que je veux dire sur cette question. C'est une option, mais la mise en œuvre est plus complexe. Mais il a raison de poser cette bonne question, dont la mise en œuvre est très complexe
compte tenu des engagements internationaux du Sénégal. Ça doit être un élément de Nongo Sambasila. Ah oui, certainement. Ça ressemble à un adepte de Nongo. Peut-être bien, oui, d'accord. On doit nous suivre. D'accord. Alors, deuxième question, les facteurs d'échec de l'industrie. Alors, si on considère historiquement l'industrialisation du Sénégal, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup d'usines qui ont fermé. Je vais en donner 4 ou 5. SCIB. SCIB, c'est une usine qui était établie à Diourbel, qui fabriquait des vinaigres, de l'huile, des condiments, qui a fermé. Sotiba, qui a fermé. Parfait. Steve, société industrielle du vêtement, qui a fermé. Des usines de pharmacie qui ont fermé. Pourquoi? Alors, il y a beaucoup de raisons. Il y a des raisons liées à la compétitivité du Sénégal sur les produits que le Sénégal fabriquait dans un contexte d'ouverture. Quand il y a eu les programmes d'ajustement structurel, on a ouvert nos frontières. Ceux qui vendaient moins cher que nous sont venus concurrencer nos produits. Voilà la raison. Et ça repose la problématique de la question précédente. C'est-à-dire, l'extraversion est-elle bonne pour les industries naissantes? Ne faudrait-il pas protéger à minima les industries naissantes? Cette question, elle est liée à la première. Moi, il y a des problèmes de compétitivité internationale dans le contexte de concurrence. Quand vous n'êtes pas très compétitif par rapport aux adversaires, il faut savoir tenir votre place et vous protéger contre la concurrence de ces adversaires, ne serait-ce que pendant une période transitoire. C'est ça la logique d'industrialisation. Ça fait partie de l'économie industrielle. Malheureusement, beaucoup de pays africains ont été obligés d'entrer dans la concurrence internationale sans avoir pris la précaution de se protéger pendant une certaine période. Et le Sénégal l'a vécu assez douloureusement. Et heureusement, d'ailleurs, que le Sénégal a retenu cette leçon. Moi, je crois qu'ils ont retenu cette leçon, nos spécialistes, nos dirigeants également. Et ce programme d'import-substitution et de protection des industries naissantes est au cœur du plan Sénégal émergent. Alors, les accords de partenariat économique sont-ils compatibles avec l'industrialisation? C'est la même question qui revient en fait sur les 3 points. La même question, c'est la question d'ouverture versus industrialisation. Est-ce 2 éléments d'une même pièce? Non. Moi, je crois que les accords de partenariat économique, bon, on en parle de moins en moins, c'est heureux. Les accords de partenariat économique, en instaurant une zone de libre-échange entre les pays de la CEDEAO et l'Union européenne, créaient de fait une zone de concurrence. Au profit de qui? Au profit des plus forts. Ça va peut-être nous amener à nous débrouiller davantage, à faire des efforts. Ça va nous amener peut-être à mettre l'accent sur certains points de nos insuffisances. Mais il va falloir, et c'est peut-être une des dispositions qui sont assez positives des APE, une phase transitoire dans laquelle on laisse les pays comme le Sénégal les possibilités de se développer. Mais moi, j'aime bien la leçon d'un de mes anciens professeurs qui nous a appris à l'école que dans la boxe, on a créé des catégories de boxeurs pour éviter que les boxeurs les plus costauds ne détruisent les boxeurs les plus faibles. Exactement. Il dit que ce qui lui paraît bizarre, c'est que les boxeurs, en économie, ça n'existe pas. Les pays forts ont tendance à écraser les plus faibles, et ça, les pays faibles ne doivent pas l'accepter. Donc, pour revenir de manière plus concrète et plus prosaïque à cette question, à mon avis, on a besoin d'un minimum de protection, ne serait-ce que pour une phase transitoire, que ce soit au niveau des accords de partenariat économique ou pas. En tout cas, dans le contexte actuel, aller en concurrence avec des industries, avec des pays plus matures que nous industriellement, c'est quand même prendre le pari de désavantager notre industrie et même plus tard de désavantager les pays industrialisés, parce qu'ils vont tellement détruire l'industrie au Sénégal qu'ils n'auront plus de marché où vendre. Parce que c'est l'industrie qui emploie les gens qui ont des salaires pour acheter leurs produits. Est-ce que vous voyez? Exactement, exactement. Et à une autre série de questions, je vais enchaîner avec ces dernières. Comme l'Europe au 19e siècle, les États-Unis au 20e et ensuite la Chine
Les États africains ne doivent-ils pas d'abord adopter des politiques de protectionnisme pour développer une industrie locale, continentale et exploiter le marché intérieur africain avant de s'ouvrir au marché mondial? Donc, quitter le poids mouche pour le poids plume. Ok, d'accord. Ça, c'est une question, oui? Oui. La deuxième, c'est après la pandémie du COVID-19 qui a créé une récession économique avec une chute de la croissance jusqu'à 1,1%, les projections du PSE sont-elles encore réalistes? Excusez-moi, Fanta, la question qui est affichée par Oui. l'intervenant. Là, non, là, par contre, c'est juste une citation. On partage sur les réseaux sociaux vos points. Ah, ok, d'accord, ok, d'accord, Ouais. ok. La deuxième, c'était avec Vous la aviez parlé récession de... économique due au COVID-19 et la Oui, chute de la croissance économique. Les projections du PSE sont-elles toujours réalistes? ok, d'accord, ok. On en prend une dernière. Proposez-vous une réadaptation du PSE ou un changement de paradigme dans les stratégies de transformation structurelle de notre économie? D'accord. C'est bon? Oui. Je vais attendre les autres séries. Alors, faut-il adopter le protectionnisme? Oui, je crois que cette question, on a déjà traité, je crois, Fanta. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis partisan de la théorie de List. Quelqu'un de chez vous connaissez ça très bien. Frédéric List, c'est un économiste allemand qui a conseillé le gouvernement allemand de faire ce qu'on appelle du protectionnisme éducateur. Le protectionnisme éducateur, c'est protéger l'industrie nationale de manière à lui permettre d'apprendre comment fabriquer, comment développer et surtout comment affronter la concurrence. Vous prenez l'exemple d'un jeune lutteur, vous n'allez pas le mettre dans l'arène tout de suite. Vous allez lui donner des vitamines, il va s'entraîner. Vous allez donc lui donner un entraînement éducateur de manière à ce que plus tard, il puisse affronter Balagay. Mais à l'état où il est jeune lutteur élève, il a très peu de chances de se développer. Il a même des chances de mourir sur le ring si vous ne le protégez pas. C'est ça les vertus de la protection. Donc, on a déjà traité cette question. Et ce protectionnisme éducateur, il est d'autant plus important qu'il faut le lier à la zone de libre-échange continentale à venir, où il y aura beaucoup d'entreprises. Là également, parce que nous, on a tendance à faire l'erreur au Sénégal de regarder nos PME, PMI par rapport à l'Europe, mais on peut les regarder par rapport à d'autres pays africains plus matures que nous, comme l'Afrique du Sud, comme l'Égypte, comme le Nigeria, comme le Maroc, la Tunisie, qui ont des industries qui sont à bien des égards beaucoup plus compétitives que les nôtres, dans les médicaments, dans l'agroalimentaire, dans le textile, ils sont très forts, et c'est des champions qui commencent à vendre même en Asie. Et donc, aller les affronter dans le cadre du futur marché de la zone de libre-échange, c'est aussi un enjeu qui pose le défi du protectionnisme éducateur au sens de List. Sur la deuxième question, ne faudrait-il pas réajuster le PSE à la lumière de la Covid? C'est bien ça. C'est bien ça, hein, la question. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Bon, ça, le ministre de l'économie vous a déjà entendu, hein, il a déjà engagé le processus depuis mardi dernier. Il a mis en place, ça a été même présenté en conseil présidentiel sur le PSE, où tous les projets, les programmes vont être réajustés à la lumière du choc qu'on a subi. Donc, il y a un plan en cours pour réajuster le PSE. Il y a déjà un accord, c'est de dégager une enveloppe de 14 712 milliards au lieu de 14 098 milliards. Donc, augmenter l'enveloppe, donner la priorité à l'alimentation, donner la priorité à l'agroalimentaire, donner la priorité au numérique, ça c'est les options du gouvernement, donner la priorité à l'endogénisation des compétences. Ça aussi c'est une idée très forte, mais surtout permettre aux Sénégalais de manger à leur faim, sans avoir à importer des céréales. Maintenant, si quelqu'un veut consommer du champagne, il va l'importer. Ça, ce n'est pas notre priorité. Si quelqu'un veut importer des produits de luxe, ça, ce n'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est dans le contexte d'incertitude économique, c'est de manger et de se soigner. Exactement. Totalement. Maintenant, troisième question, c'est l'adaptation du PSE. On en a parlé, hein, je crois. Les deux qui ont posé la question ne sont pas concernés. Le PSE va être réadapté.
réajustée, réadaptée à la lumière des nouvelles priorités du Sénégal apparues avec le choc de la COVID-19. J'ai une autre série de questions. Monsieur Ly, Oui. une révision des lois sur le foncier n'était-elle pas nécessaire pour redynamiser l'agriculture? La Oui. suivante, une privatisation des industries de transformation des produits agricoles n'est-elle pas une solution face aux multiples échecs? Privatisation comme solution, hein? Oui. OK. Les industries de transformation de produits agricoles. OK. C'est bon? Les deux, en attendant que... Comment OK, voir les OK. choses s'il y en a? Alors, j'ai insisté un peu sur le foncier. En novembre 2013, Monsieur le Président de la République avait institué une commission nationale de réforme foncière qui devait lui proposer des axes de travail pour optimiser l'accès au foncier. L'idée, c'était de permettre que les investisseurs viennent au Sénégal, sécurisent le foncier et puissent utiliser le foncier de manière beaucoup plus prédictible, sans avoir à subir les foudres des populations, surtout des populations qui sont très attachées à leur terre. Maintenant, la commission a fait son travail. Le président de la République demande qu'on approfondisse les réflexions, n'est-ce pas? Parce qu'il n'est pas très satisfait des conclusions. Il demande, mais d'ici, en attendant, la vérité, c'est que nous faisons face à des signaux assez inquiétants pour l'image du Sénégal à l'international. Si quelqu'un qui est à Dubaï et il envisage de construire ici un champ pour fabriquer du blé, il va voir ce qui s'est passé en Angleterre, je ne sais pas si vous avez suivi, il va voir ce qui s'est passé à Fanaï, c'est plutôt de nouveaux signaux. Donc, à la lumière de tout cela, il est urgent que le Sénégal se dote d'un cadre de gouvernance sur le foncier. Moi, je suis totalement en phase. C'est une préoccupation majeure des autorités qui ont décidé de se doter d'un cadre de gouvernance. C'est un peu lent, je dois le confesser. C'est un peu lent. Et depuis 2013, ils ont déposé. Maintenant, il faut continuer les réflexions. Mais en attendant, le Sénégal continue à donner des signaux qui ne sont pas très positifs sur cela. Et quelques Sénégalais en ont fait l'amère expérience d'ailleurs. Moi, je suis totalement d'accord. Et si vous voyez ma présentation, parmi les conditions d'efficacité des politiques, j'ai mis en tête de liste le foncier. Ce n'est pas gratuit. J'ai d'abord parlé du foncier. Donc, je suis totalement en phase. C'est un point critique du champ de l'investissement au Sénégal. Exactement. Maintenant, je m'en vais vous poser une question à la suite de celle des internautes et de votre présentation. Vous avez soulevé un point très important qui est celui de l'éducation et de la réorientation du cursus ou en tout cas des filières que devrait proposer l'État aux jeunes Sénégalais. Oui. Pour vous, et à la présentation des axes, je ne sais pas si c'est les axes principaux du PSE sur l'industrie que vous nous avez présenté, mais il y a l'université Amadou Mahtar Mbow qui va être construit sur Diamniadio. On parle beaucoup de sciences, on parle beaucoup de technologie, mais l'agriculture n'est pas développée à part l'ENSA de Thiès. Comment avoir ces ingénieurs agronomes si aujourd'hui ce n'est pas dans le plan d'investissement immédiat? Alors, la réponse à cette question d'abord, c'est que l'analyse, il y a un terme qui est apparu sur le champ économique au Sénégal depuis 2 ans, et c'est heureux. C'est le terme employabilité. Je l'entends de plus en plus, et c'est heureux qu'il soit posé sur la table. Employabilité au sens de comment faire en sorte qu'une personne puisse être dans le champ du travail, puisse être employée. Employé, ça ne veut pas dire être employé par un autre. On peut être son propre employeur. Comment faire en sorte que quelqu'un puisse être utile au marché du travail? Soit par le recrutement dans une entreprise, soit par le développement de sa propre entreprise. Alors, l'employabilité au Sénégal est tributaire du type de formation. Alors, si vous avez un enfant que vous allez orienter vers les matières littéraires, il a moins de chances d'intégrer le monde du travail ou de devenir entrepreneur. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un constat. Je suis littéraire, hein?
Ouais, bon, c'est votre affaire maintenant. Mon père aussi était littéraire. Hein? Donc, vous êtes aujourd'hui pénalisé. Si vous êtes Exactement. littéraire, vous allez avoir beaucoup plus de peine à vous insérer et même à développer l'esprit d'entrepreneuriat. C'est ça le problème. Et donc, ça, c'est un phénomène objectif. Ce n'est pas une critique contre des personnes, c'est un phénomène objectif au Sénégal. Exactement. Toutes les recherches ont abouti au même constat. Ce sont les hommes de science qui sont les plus faciles et des techniques qui sont plus faciles à insérer dans le monde du travail, par eux-mêmes ou par les autres. L'autre question que vous soulevez, c'est la question spécifique de l'employabilité dans l'agriculture. Alors, je vous donne un autre exemple. Parmi les priorités, les secteurs prioritaires en matière de formation, j'ai parlé des ingénieurs. Des ingénieurs agronomes, y compris des techniciens de l'agriculture. Ça, c'est une surpriorité dans l'éducation, dans la formation des médecins, des informaticiens. C'est les métiers de demain, dans la robotique, dans la monétique, dans l'ingénierie de l'agriculture. Ça, c'est important. L'université de Thiès, c'est une université qui va être également dédiée à l'agriculture. L'université Amadou Mokhtar Mbow ne sera pas totalement versée dans les sciences agricoles, mais une partie. Tandis que l'université du Sine Saloum, El Hadj Ibrahima Niass, sera essentiellement dédiée aux techniques agricoles. Est-ce que vous voyez? L'université de Ziguinchor aura un grand département de l'agriculture. Donc, sur ce côté, l'État a fait, je crois, est en train de faire ce qu'il faut en développant. Du reste, dans le plan Sénégal émergent, j'ai parlé de 17 réformes. Une des réformes porte sur la réforme, le titre de la réforme, c'est alignement de la formation sur les besoins de l'économie. L'idée, c'est de développer des écoles de formation en sciences et techniques au détriment des écoles de littérature, d'une part, et d'autre part, c'est de changer les curricula de formation pour que dans des instituts comme l'IAM, Institut africain de management, ou ISM, Institut supérieur de management, qu'on enseigne davantage de technologies, des sciences et des technologies, plutôt que d'enseigner le latin et le grec. Voilà. Je vous relance encore sur la question de l'éducation. Oui. 60 ans après les indépendances, j'ai le sentiment que la politique d'avant était beaucoup plus pertinente, ou en tout cas on a perdu quelque chose en route, je ne sais quoi, je ne peux pas en juger. Parce qu'aujourd'hui, quand on vous parle de tous ces lycées techniques et industriels qu'il y avait dans notre pays, aujourd'hui qui ne fonctionnent plus, que ce soit le lycée technique de la Fosse, que ce soit celui qui est à Anne-Belair à côté du port, ou encore dans toutes ces... On a perdu tout ça, et c'est ce qui a fait qu'il y a eu cette débandade vers les filières littéraires. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai une réponse à vous proposer. Malheureusement, elle ne va pas vous satisfaire. Moi-même, je cherche la réponse. Moi-même, je m'inquiète. Écoutez, moi, je suis d'un village. Je suis originaire d'un village qui s'appelle Saldé, dans le département de Podor, où je vais souvent. J'ai fait une partie de ma scolarité primaire là-bas et j'ai vu qu'il y a un lycée là-bas. Un lycée qui polarise, disons, une dizaine de villages. Alors, je suis venu visiter le lycée et j'ai eu le choc quand j'ai vu que tous les élèves du village sont à L, langue. Alors moi, j'ai parlé avec le proviseur, j'ai parlé avec les parents d'élèves, puisque j'ai la chance de travailler dans un domaine où on a fini de dire que ce n'est pas bien. Mes nièces, mes neveux, mes parents, mes jeunes cousins qui sont là-bas vont grandir avec un diplôme de littérature. Pour faire quoi demain? J'ai beau parler, et ils n'osent même pas s'aventurer ailleurs. Il y a quelques scientifiques, mais ça se compte sur le bout des doigts. Et ça, sur cela, il y a un effort à faire. Maintenant, pourquoi les lycées ont disparu, les lycées techniques, les lycées? Bon, ça aussi, c'est le résultat de l'absence d'un encadrement. Parce que les Sénégalais, ils ont quand même un rapport assez difficile avec les sciences. Peut-être que c'est l'influence de leur premier président qui leur a tellement parlé français, qui aimait parler grammaire, qui aimait parler philosophie, qui aimait s'entourer des hommes de langue, de lettres. Oui, mais ça, on est en train de retourner ça. Le programme le plus ambitieux en la matière, pour le plan Sénégal émergent,
c'est le développement des ISEP. ISEP, je ne sais pas si vous connaissez, c'est les instituts supérieurs de l'enseignement professionnel. C'est des écoles techniques qui font la même chose que faisaient ces lycées. C'est des écoles qui seront déployées dans les régions, dans les 45 départements, où on va enseigner les techniques agricoles, les techniques d'élevage, les techniques de santé, les techniques de mines. Voilà. C'est des ISEP qui bénéficient d'importants financements et qui ont commencé leur site pilote à Thiès, à Tivaouane, qui se déploient à Vélingara également, et qui vont essaimer dans les départements du Sénégal pour créer des instituts techniques dédiés aux métiers de la technologie, aux métiers agricoles et aux métiers de la science. C'est important. Une dernière question. L'État a essayé, durant ces 4 à 5 mois de crise, d'accompagner les entreprises. Comment jugez-vous le plan de riposte? Comment je jure... Non, le plan de riposte, il est à l'étape expérimentale actuellement. Pour le moment, moi, ce qu'on appelle riposte, moi j'appellerais ça plutôt plan de résilience. C'est-à-dire comment résister à la vague. Il faut équiper. Ils ont mis 65 milliards à peu près sur les hôpitaux. C'est très bien. Ils ont pu avoir une enveloppe de 1000 milliards. À mon avis, on a des leviers sur lesquels on peut développer notre résilience. J'ai parlé de la confection. Quelle que soit la situation, les Sénégalais vont continuer à porter des habits. Et les Sénégalais savent faire des habits. Ce n'est pas normal qu'on en importe maintenant. Il faut développer un système par lequel les Sénégalais et les Sénégalaises vont faire leurs propres habits. C'est important. Le deuxième facteur de résilience, c'est le lait. J'en ai parlé tout à l'heure. Le lait, 60 milliards d'importations, alors qu'on a tout ce qu'il faut pour le faire. Le troisième facteur de résilience, c'est dans la santé. J'ai demandé l'articulation entre l'usine, l'artisanat et les hôpitaux. On aura énormément de lits d'hôpitaux, d'armoires, de machines. Tout cela peut être fait par des Sénégalais si ce n'est pas l'industrie de pointe. Donc, on a des leviers sur lesquels on peut s'appuyer. Maintenant, il y a un autre levier qui est plus sociologique, c'est le levier du comportement des Sénégalais. Et là-dessus, ce que j'ai vu pendant la Tabaski ne me rassure pas. Moi, je croyais naïvement que cette année, on aura une Tabaski à minima. Les Sénégalais ont la tête ailleurs. C'est ce que je croyais. Moi-même, j'étais parti avec l'idée que nos parents vont acheter moins de moutons, ils vont se débrouiller pour garder plus d'argent pour les lendemains incertains qui vont arriver. Mais il n'en est rien. On a vu que les Sénégalais ont continué à acheter des moutons à 300 000 francs, à 400 000 francs. J'ai même vu des moutons à 1 million. Ça, il y a une éducation à faire, il y a une sensibilisation à faire, n'est-ce pas? Ça participe aussi de la résilience du Sénégal. De manière plus structurelle, on n'a plus à importer des moutons. On doit développer un système de résilience pour nos moutons de Tabaski. Exactement. Il ne faut pas grand-chose pour faire ça, mais on a vous venez de tenir vous portez des lunettes. Est-ce que vous savez que le Sénégal a tout ce qu'il faut pour fabriquer des lunettes? Ça, c'est... Oui, je ne vais pas faire de la pub, mais c'est une industrie française. Voilà, c'est ça. Mais on a les moyens de faire ici nos propres lunettes. Notre système d'emballage doit être autonome également. Exactement. Donc le programme de résilience économique, je suis mal placé pour le critiquer ou pour faire des analyses objectives, d'autant plus que je fais partie du processus. Mais en tout état de cause, c'est trop tôt pour le critiquer. Les critiques actuellement qui sont lancées, c'est des critiques de principe, mais on va attendre un peu pour voir quel résultat ça va donner. Mais du point de vue intuitif, ils ont bien fait pour ma part, de mettre l'accent sur la résilience de notre système de santé. Très important. C'est un domaine dans lequel nous avons encore beaucoup d'efforts à faire et cette crise révèle toutes les failles du système. Je pense qu'on en est tous conscients que dans les années à venir, ce sera une priorité d'investissement. En tout cas, merci beaucoup, M. Ly. Comme vous l'avez constaté, on a eu énormément de questions. Les internautes ont suivi avec beaucoup d'attention toute la session. Jeudi prochain, on parlera d'engagement citoyen et de solidarité communautaire. Nous aurons la chance d'avoir Malal Talla, artiste rappeur de Y'en a marre, Abdourahmane Sow, coordinateur de la Rivocap, et Amadou Barry Degeti, auteur, compositeur et producteur. On parlera d'engagement citoyen, de solidarité et peut-être aussi d'aide au secteur culturel par rapport à quel type de résilience pour le secteur culturel face au Covid.
En tout cas, Monsieur Lee, merci beaucoup d'avoir été là lors de notre conférence web Citizen Legs. Nous remercions encore les partenaires JIDER, Legs, Manager Quads, Leeds Africa et Enrich Bold qui nous accompagnent en cette saison 3. Merci à vous d'avoir pris de votre temps pour partager avec nos internautes toutes vos connaissances, en tout cas toute cette expérience dans le domaine de l'industrialisation au Sénégal. Merci encore, Monsieur Lee. Bonne soirée à tous. N'oubliez pas les gestes barrières. Portez vos masques et à jeudi, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Someone else in Sénégal. C'est le pays qui m'a vu grandir. Cette terre qui a vu mes premières larmes et mes sourires. A besoin d'un crayon pour dessiner les sourires. Faire des rayons de soleil pour t'accueillir. C'est effaré par le fort à travers les tort. En marchant pour le transport et encore. Ici il n'y a pas de métro, pas de tram. Ici c'est taxi, route sur noir, car rapide, mais il y a du pouce-pouce. Doucement dans une bibétrie où t'as un habit, prenne ta main. C'est du terrain, Dakar ne dort pas. Elle danse avec ou sans salaire malgré les coupures d'électricité, d'eau et la galère. Une pensée pour les frères qui ont coulé dans l'Atlantique. Même si j'ai la chance de revenir, ma blessure est authentique. Le problème chez soi.